Tout a commencé comme une journée ordinaire pour le docteur Jerzy Niemann en 1939. Le mathématicien statisticien polonais donnait son cours de statistique de première année d'études supérieures à l'Université de Californie à Berkeley. Jerzy était un génie. Il a établi la philosophie et les pratiques statistiques sur lesquelles de nombreux tests scientifiques sont encore basés aujourd'hui. Il avait publié des livres, conçu des méthodes et était considéré comme un expert dans son domaine. Et il était maintenant professeur dans l'une des meilleures universités du monde. Ce matin-là, sa classe était attentive et désireuse d'apprendre. Mais 20 minutes plus tard, la porte s'est ouverte et un étudiant, un jeune homme, s'est précipité sur son siège. Jerzy était contrarié, mais continua la leçon, discutant de deux équations pour des théorèmes statistiques qu'il avait écrites au tableau. Le jeune homme gribouillait furieusement ses notes et la classe se termina peu de temps après. Quelques jours plus tard, le même élève frappa à la porte de Jerzy. Il s'excusa que son devoir ait pris autant de temps et demanda si le professeur le voulait toujours. Jerzy était perplexe, il n'avait pas donné de devoir pour ce cours. Supposant que cet élève n'était qu'un fainéant qui faisait des bêtises, Jerzy lui a dit de laisser le papier sur son bureau et qu'il finirait par s'en occuper. Comme la plupart des professeurs, le bureau de Jerzy était constitué d'une montagne de papier. Une montagne qui lui prendrait des semaines, voire des mois pour en venir à bout. L'élève fit ce qu'on lui demandait, puis partit. Ni l'un ni l'autre n'y pensèrent plus, jusqu'à ce que Jerzy décide enfin à corriger son devoir près de 6 semaines plus tard. Le professeur lut le document du supposé fainéant, puis le relut encore avec incrédulité. Il le relut encore et fit ses propres calculs. Le résultat était le même à chaque fois. Cela changeait tout. Il prit rapidement quelques notes et fila droit jusqu'à la maison de l'étudiant. Même si c'était un dimanche matin de bonne heure. Il frappa de toute urgence à la porte et son élève lui ouvrit, déconcerté. Jerzy se précipita à l'intérieur et félicita le jeune homme, qu'il avait pris pour un fainéant. De toute évidence, c'était un génie. Jerzy venait d'écrire une instruction pour son article et voulait la vérifier avec lui avant de l'envoyer à une publication professionnelle. Son travail allait changer le monde. Mais l'étudiant était confus, vraiment confus. Quel article? Il venait juste de rendre son devoir comme il le faisait d'habitude. De quoi le professeur parlait-il? Est-ce que cette histoire a piqué ta curiosité? Alors installe-toi, mets-toi à l'aise, car on va plonger dans l'un des accidents les plus incroyables de l'histoire. Ok, remontons dans le passé de 6 semaines. Après être arrivé 20 minutes en retard au cours, l'étudiant Georges Dantzig avait manqué la première partie du cours de son professeur. S'il avait été présent, il se serait rendu compte que la classe discutait de célèbres problèmes de statistiques non résolus, dont 2 avaient été notés au tableau par Jerzy. Supposant que ces 2 problèmes étaient des devoirs, Georges les a copiés et les a ramenés à la maison. Ils étaient un peu plus difficiles que d'habitude, alors ça lui a pris du temps. Mais après quelques jours, il avait les réponses et les a envoyées. Supposant qu'il aurait des ennuis pour avoir été en retard. Il ne se doutait pas qu'il venait de résoudre 2 problèmes considérés comme impossibles à résoudre depuis des décennies. Jerzy a été tout aussi choqué que Georges de découvrir cela. Un an plus tard, lorsque Georges s'est inquiété de savoir quel serait son sujet de thèse, Jerzy lui a dit que s'il soumettait ses réponses aux 2 problèmes dans un classeur, il les accepterait comme l'ensemble de sa thèse, c'est-à-dire à quel point son exploit était impressionnant. Le premier problème de Georges a été publié en 1940. Mais le second fut publié en 1950 après la Seconde Guerre mondiale. C'est à cette époque que Georges a reçu une lettre d'un autre statisticien, Abraham Wald, qui avait également réussi à résoudre les 2e problèmes, mais indépendamment de celui de Georges et qui avait consigné le résultat dans son propre article. Comme ils avaient tous 2 résolu le problème, Georges a suggéré de l'inclure comme co-auteur, ce qu'il a fait. L'histoire de cet incroyable accident est passée dans la légende urbaine grâce à une interview que Georges a eue avec le pasteur luthérien et évangéliste à la télévision Robert Schuller. Schuller croyait fermement au pouvoir de la pensée positive, et après que Georges lui ait raconté son incroyable histoire, il reçut une lettre du pasteur lui demandant s'il pouvait l'utiliser dans un de ses prochains livres. Georges a accepté, mais l'histoire que Schuller a imprimée était truffée d'informations erronées. Il a écrit que même Einstein n'avait pas pu résoudre ses problèmes et que Jerzy avait été tellement impressionné par les découvertes de Georges qu'il lui avait offert un poste à l'université de Stanford sur le champ. Aucune de ces choses n'était vraie, mais l'histoire elle-même soutient la croyance de Schuller, à savoir que c'est la pensée positive qui a aidé Georges à répondre à ces 2 questions. Si on avait dit à Georges que les problèmes étaient insolubles, il aurait peut-être abandonné. Au lieu de cela, en supposant qu'il y avait un moyen de contourner le problème, son état d'esprit a pu changer la donne. Georges a poursuivi une carrière incroyable, remportant de nombreux prix pour son travail et influençant toute une nouvelle génération de mathématiciens qui ont changé le monde.
Son travail sur le développement de la programmation simplex, les fondements de la programmation linéaire sans laquelle nous n'aurions pas d'ordinateur ont été si essentiels qu'il est considéré comme une sorte de père fondateur de ce domaine. Il existe même aujourd'hui le prix Danzig décerné par la Société de programmation mathématique aux personnes qui font preuve d'une originalité, d'une ampleur et d'une profondeur incroyables dans leurs recherches. En 1997, l'histoire du devoir de George a été traduite en gros dans les bases du film oscarisé Good Will Hunting. Et je veux dire très vaguement, le film suit l'histoire d'un enfant défavorisé, Will Hunting, qui travaille comme concierge dans une université et résout des problèmes mathématiques impossibles, ce qui lui vaut une place dans cette université. Il n'y a donc pratiquement aucun lien avec George, mais de vrais Will Hunting existent, et leurs histoires sont encore plus inspirantes. Yu Jianchun. En 2016, le professeur Kai Tingxin de l'université de Zhejiang en Chine a reçu une lettre étrange contenant une brève explication et une équation apparemment simple. L'expert en mathématiques l'a examinée et a été stupéfait par ce qu'il a vu. Il s'agissait d'une méthode alternative pour vérifier les nombres de Carmichael. Pour ceux qui, comme moi, sont éclatés en mathématiques, les nombres de Carmichael sont parfois appelés pseudo-premiers. Ils semblent être des nombres premiers mais compliquent la tâche de déterminer les vrais nombres premiers qui ne sont divisibles que par 1 et lui-même. Les rôles qu'ils jouent dans l'informatique et la sécurité de l'information sont énormes, mais la méthode pour déterminer s'ils sont vraiment premiers ou non a été établie il y a 20 ans, et pour les nombres plus longs est de plus en plus difficile à comprendre. Du moins, c'était le cas jusqu'à ce que la lettre arrive. Mais qui avait trouvé cette merveilleuse solution de contournement? Lorsque le professeur a cherché l'expéditeur, il n'en revenait pas. La lettre provenait d'un jeune migrant chinois appelé Yu Jianchun, qui était un humble travailleur pour une entreprise de livraison de colis et qui n'avait pas fait d'études supérieures. Il avait étudié l'élevage d'animaux dans une école professionnelle mais avait toujours eu une passion pour les chiffres. Bien qu'il n'ait pratiquement aucune connaissance en géométrie ou en calcul, cela ne l'empêchait pas de se plonger dans des calculs pendant son temps libre. Il a élaboré de nombreuses théories qu'il a envoyées à différents professeurs d'université pendant 8 ans, mais c'était la première fois qu'il recevait une reconnaissance pour son travail. Et même là, il était incroyablement humble. Se disant lent et timide, il était si nerveux lors d'une présentation de sa découverte qu'il a écrit les mauvais chiffres au tableau. Mais aujourd'hui, il est devenu une sorte de célébrité locale, recevant toutes les éloges qu'il mérite à juste titre. Et en parlant d'éloges, si tu apprécies cette vidéo, appuie sur le bouton j'aime ci-dessous. Ou mieux encore, abonne-toi à la chaîne. Tes likes sont la seule validation dont j'ai besoin. Maintenant, quel est le prochain génie des chiffres? Shakuntala Devi. Un vieux stéréotype veut que les garçons soient meilleurs en maths que les filles, et personne n'est mieux placé pour prouver que c'est faux que la prodige qu'était Shakuntala Devi. Née en 1929 dans une famille de saltimbanques indiens, son père avait l'habitude de jouer aux cartes avec Shakuntala quand, à l'âge de 3 ans, il s'est rendu compte qu'elle le battait sans cesse. Cette petite fille, dont la famille était trop pauvre pour l'envoyer à l'école, pouvait mémoriser et compter les cartes. Voyant son potentiel, le père de Shakuntala l'a emmenée dans des spectacles itinérants pour démontrer ses extraordinaires capacités en mathématiques, faisant d'elle le soutien de sa famille. À l'âge de 6 ans, elle a fait un spectacle à l'université de Mysore, et c'est à partir de là que sa réputation de miracle mathématique a pris son envol. En 1950, elle faisait le tour de l'Europe, effectuait des calculs incroyablement complexes en quelques secondes. Son grand moment est survenu lorsqu'elle a calculé la racine 23 d'un nombre de 201 chiffres en 50 secondes, un temps phénoménal. Il a fallu 62 secondes à un ordinateur Univac, l'ordinateur le plus rapide du monde à l'époque. Elle a rapidement été surnommée l'ordinateur humain et a commencé à établir une liste de records. As-tu quelques doutes sur ses capacités? Eh bien, essaye l'une de ces additions pour te faire une idée. En combien de temps peux-tu résoudre cette multiplication sans utiliser de calculatrice, ni de papier, ni de crayon? N'hésite pas à mettre la vidéo en pause. Ok, t'es prêt? Voici la réponse. Alors, combien de temps ça t'a pris? Quelques minutes? Ou as-tu comme moi abandonné? Eh bien, Shakuntala a résolu ce problème en 28 secondes. Et personne n'a pu battre ce record de multiplication mentale à 13 chiffres depuis. Son talent était si extraordinaire que sa vie et ses exploits ont même fait l'objet d'un film en 2020. C'est ce que t'appelles le girl power. Grigory Perelman. Tout le monde ne souhaite pas être récompensé ou même reconnu pour ses incroyables exploits, aussi méritants soient-ils. Et l'une de ces personnes est Grigory Perelman, né en 1966 dans une partie de l'Union soviétique, aujourd'hui connue sous le nom de Russie. Il était évident dès son plus jeune âge que Grigory avait des aptitudes pour les maths. À seulement 16 ans, il a représenté l'Union soviétique aux Olympiades mathématiques de 1982, comme les Jeux olympiques mais pour les maths. Grigory a balayé ses adversaires, obtenant un score parfait et remportant la médaille d'or.
Après avoir obtenu son doctorat en 1990, il a obtenu des postes de chercheur dans plusieurs universités américaines et a réussi à prouver le théorème de Lame en géométrie riemannienne avec une précision incroyable. On ne peut nier son brio, mais après avoir vaincu le théorème de Lame, il s'est attaché à prouver la conjecture de Poincaré. La résolution de ce théorème était considérée comme l'une des questions les plus importantes de l'histoire des mathématiques. Elle était si importante qu'en l'an 2000, elle est devenue un problème du prix de millénaire. L'Institut de mathématiques clé offrant $1 million pour la première solution correcte. Je ne pourrais pas expliquer la conjecture de Poincaré si j'essayais et c'était tellement difficile que même Grigori a eu du mal à trouver une réponse. Pendant 7 ans, personne n'a plus entendu parler de lui. On pensait qu'il était dans une impasse, qu'il avait abandonné, ou pire qu'il s'était complètement retiré des mathématiques. Mais en novembre 2002, il a soumis cet article qui prouvait la conjecture de Poincaré. Et le monde des mathématiques a explosé. Ses travaux ont mis des années à être validés. Mais en 2006, un comité de 9 mathématiciens ont voté pour décerner à Grigori la médaille Fields, ainsi que le prix d'$1 million. Mais étonnamment, Grigori a tout refusé. Dans un premier temps, il a prétendu que le fait que sa solution soit validée était une récompense suffisante. Mais il a ensuite révélé quelque chose de plus sombre. Il n'aimait pas la communauté mathématique organisée et estimait que leur décision était injuste. Selon lui, Richard Hamilton, un autre mathématicien dont les travaux ont grandement influencé la compréhension du théorème de Grigori, était tout aussi responsable et devrait recevoir une partie du prix et de la reconnaissance. Mais les seigneurs des mathématiques ont refusé cette proposition. Alors par principe, Grigori les a refusés. Il a quitté son emploi en 2006 et a disparu de la scène des mathématiques. Selon des rapports russes, il mène désormais une vie humble, évitant la presse et même la fuyant autant que possible. Un journaliste a réussi à le joindre au téléphone où il a simplement répondu « Vous me dérangez, je suis en train de cueillir des champignons ». De toute évidence, ce type accorde désormais plus d'importance aux champignons qu'aux mathématiques. Ufot et Kong. Il est déjà assez difficile d'essayer de trouver les mots nécessaires pour expliquer un principe complexe dans sa propre langue, n'est-ce pas? Alors essaye de le faire dans une langue étrangère, comme le japonais par exemple. Ça rendrait la tâche 10 fois plus difficile. Mais pour Ufot et Kong, il faudrait plus qu'une barrière linguistique pour arrêter son génie. Originaire du Nigeria, Ufot a travaillé à temps partiel pour pouvoir faire des études supérieures. Après avoir étudié le japonais pendant 1 an et demi et parlé couramment la langue, il s'est inscrit en licence d'électricité et d'ingénierie à l'université de Tokai à Tokyo. En 2015, cet étudiant vedette n'a pas seulement obtenu son diplôme en étant le premier de sa classe, mais en étant le premier de toutes les classes qui s'étendaient sur les 50 dernières années. Oui, Ufot a obtenu les meilleures notes de tous les étudiants de l'université depuis 1965. Mais ce n'est pas tout. Au cours de son premier semestre, il avait réussi à résoudre un problème mathématique qui avait perturbé le domaine de l'ingénierie électrique pendant plus de 30 ans. Cette découverte était tellement incroyable et précieuse que Ufot ne pouvait pas en parler de peur d'enfreindre un brevet académique qu'il avait été déposé sur la découverte. Depuis, il a travaillé pour des entreprises telles que Nissan, développement des brevets de plus en plus complexes, et a même travaillé sur une voiture électrique qui pouvait atteindre 180 km/h. Pas étonnant que tous les autres aient du mal à le suivre. Shuriare. Imagine que tu puisses calculer a carré plus b carré plus c carré sans qu'on te l'ait jamais enseigné. Ça a l'air plutôt avancé, non? Eh bien, ça ressemble à un jeu d'enfant comparé à ce que Shuriare, 16 ans, a réussi à faire. En 2012, l'élève d'origine indienne avait résolu une question de mathématiques posée par Sir Isaac Newton. Ouais, le Sir Isaac Newton, il y a près de 350 ans. Les médias se sont déchaînés saluant le garçon comme un génie. Il effectuait un stage dans une université allemande lorsqu'il a trouvé le fonctionnement d'une équation fondamentale de la dynamique des particules. Grâce aux solutions de Ray, il était désormais possible de calculer la trajectoire de vol d'un objet et de faire des prédictions sur la façon dont l'objet allait entrer en collision avec une barrière et ricocher sur cette dernière. Plutôt impressionnant pour un jeune homme de 16 ans. Mais désireux de faire parler d'eux, les journaux ont vraiment brûlé les étapes sur ce sujet. Tout d'abord, le problème vieux de 350 ans sur lequel il se concentrait tant n'existait pas vraiment en réalité. Newton n'a jamais posé la question de la nature de cette équation. Il l'a simplement qualifiée de théorie classique, ce qui signifie qu'elle peut être résolue à l'aide d'équations préétablies et bien connues. Cependant, Shuriya ne connaissait pas ce site. Au lieu de cela, il a essayé de résoudre le problème en utilisant ses propres recherches. Bien qu'il s'y soit pris d'une manière totalement différente, les étapes qu'il a fini par utiliser étaient les mêmes que celles que de nombreux scientifiques avant lui avaient établies. Il n'avait pas résolu un ancien mystère, mais il était arrivé à la conclusion avec des preuves tout seul. Pour quelqu'un qui n'a que 16 ans et qui n'avait pas les outils nécessaires, c'est plus qu'impressionnant. John Forbes Nash Jr. L'un de mes films préférés de tous les temps restera A Beautiful Mind, un drame de 2001 basé sur la vie du mathématicien John Forbes Nash Jr.
Il est largement considéré comme l'un des plus grands mathématiciens du XXe siècle. Mais malgré tous les détails incroyables que le film a apportés à l'écran, la véritable histoire de John est en fait bien plus dramatique qu'elle ne le laisse paraître. Commençons donc par le commencement. John a toujours montré des dispositions pour les mathématiques, ce qui l'a d'abord conduit à se spécialiser en génie chimique. Peu de temps après, il a changé de spécialité, pas pour les maths, mais pour la chimie. Ce n'est que grâce à la persuasion de son professeur de l'époque qu'il s'est finalement tourné vers les mathématiques. Après avoir obtenu une maîtrise en 1948, il a accepté une bourse pour l'université de Princeton. En 1950, il a rédigé une thèse qui a changé la compréhension de la théorie des jeux, son concept d'équilibre de Nash devenant la pierre angulaire de la philosophie économique. Dans une thèse de 28 pages, John avait changé le monde économique tel que nous le connaissons. Mais il était loin d'être un modèle parfait. En 1952, alors qu'il travaillait au MIT, il a entamé une relation avec Eleanor Stier, la mise enceinte, puis l'a quittée alors qu'elle a révélé qu'elle attendait un enfant. On prétend qu'il a agi ainsi parce qu'il pensait que son statut social était inférieur au sien. Pour un homme qui était doué pour les chiffres, c'était vraiment un coup bas. Mais les choses allaient empirer. En 1954, il a été arrêté pour attentat à la pudeur et s'est vu retirer son habilitation de sécurité qui lui permettait de travailler sur des opérations top secrètes à l'époque. C'est alors que les choses ont commencé à changer. Il a rencontré sa femme Alicia et l'a épousée en 1957. Ils ont eu un fils ensemble, mais les choses ont de nouveau pris une tournure négative. En 1959, John a donné une conférence à l'université de Columbia. Ses pairs s'attendaient à de grandes choses, mais la conférence qu'il a donnée était d'un non-sens incompréhensible. C'est alors qu'ils se sont rendus compte que John n'allait vraiment pas bien. Il a été admis à l'hôpital et a rapidement été diagnostiqué comme souffrant de schizophrénie paranoïde. Au cours des 9 années suivantes, John passera sa vie à aller et venir dans des hôpitaux psychiatriques, essayant toutes les pilules et procédures pour l'aider à se stabiliser, y compris la thérapie de choc à l'insuline. Les médecins administrent d'énormes doses d'insuline à un patient, le plongeant dans un coma quotidien pendant plusieurs semaines voire plusieurs mois. Cela permettrait théoriquement de redémarrer le cerveau. La science qui sous-tendait ce traitement était pour le moins bancale, et bien qu'il soit encore pratiqué dans certains endroits du monde, il était tombé en désuétude dans les années 70. Le stress lié à la gestion de la maladie de John a conduit sa femme à divorcer en 1963. Mais en 1970, John a quitté l'hôpital pour de bon. Il est resté dans la maison de son ex-femme en tant que locataire et après des années de persévérance, il a appris à se débarrasser consciemment de ses délires paranoïaques et a été autorisé à revenir à Princeton pour suivre des cours et a finalement été autorisé à enseigner à nouveau, tout en menant une vie très calme et humble. Puis en 1994, le grand moment était arrivé. Il reçut le prix Nobel pour son travail sur la théorie de l'équilibre qui a eu un impact sur presque tous les secteurs du monde économique. Après cela, son histoire a été immortalisée dans une biographie intitulée A Beautiful Mind, qui a ensuite été adaptée au grand écran. Et même si John était loin d'être un être humain parfait, il a prouvé que la persévérance face à l'adversité permet de réaliser des choses encore plus incroyables. Je veux dire que si je travaille aussi dur que John, qui sait, peut-être que Russell Crowe jouera un jour mon propre rôle dans un film. Lequel de ces étonnants esprits mathématiques t'a le plus émerveillé? En connais-tu d'autres qui méritent d'être félicités pour leur travail acharné? Dis-le-moi dans les commentaires ci-dessous, ça pourra peut-être être matière à une prochaine vidéo. Comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.